L'entreprise responsabilisante est une aventure, elle se vit et elle se vit à fond. Tatiana Schneider est responsable ressources humaines chez Nicomatic. Vous voyez les prises à l'arrière de votre télé ? Eh bien, Nicomatic fait ça dans l'aviation, le médical, l'espace, la haute technologie quoi. En gros, la connexion, c'est leur truc. Et ce qui est marrant, c'est que ça se ressent dans l'organisation même de leur entreprise. Tatiana nous raconte comment Nicomatic est devenue une entreprise responsabilisante. Flexibilité, autonomie, confiance. Oui, mais c'est facile ? Elle nous partage ses défis, les réussites et les échecs aussi. Parce que placer l'humain au cœur de son organisation, c'est bien, mais on fait comment quand on grandit ? Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés, qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Tatiana. Bonjour Grace. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Alors en quelques mots, tu travailles pour Nicomatic, qui est une entreprise familiale et qui a véritablement changé à partir d'un voyage en Inde, un voyage de Julien Nicolin, l'un des deux dirigeants. Et à ce moment-là, pendant ce voyage, il réalise à quel point il est difficile de faire circuler les informations en interne. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'échelons dans une entreprise. Donc ça, c'est un moment charnière qui va bouleverser complètement l'organisation de Nicomatic. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a changé ? Il s'est rendu compte qu'il y avait un manque de proactivité et d'agilité en interne par rapport à des demandes qu'il pouvait avoir ou que même les filiales pouvaient avoir, parce qu'aujourd'hui donc on a 12 filiales. Et il a eu une réflexion assez juste en se disant si nous en interne entre collaborateurs on a du mal à avoir des informations, on a du mal à échanger, et surtout on a du mal à avancer, qu'est-ce que c'est pour nos clients ? Ça doit être encore pire. Donc là il a eu l'idée donc de mettre en place le modèle d'entreprise responsabilisante. En tout cas, il s'est renseigné sur ce modèle-là. Et donc, de réduire les échelons, tout simplement. Donc, les échelons, moins de directeurs, moins de managers, et de plutôt partir de personnes et d'un collectif. En se disant et en mettant en avant le fait qu'une personne en charge d'un projet, d'une commande, d'un client, était en mesure de pouvoir prendre la décision rapidement pour le client. Donc à ce moment-là, il développe deux concepts, la responsabilité individuelle et la liberté collective, qui sont des piliers de votre organisation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie ? Le modèle d'entreprise responsabilisante, c'est assez vague. On entend des tas de choses, libéré, responsable, autonome, etc. Nous, on a voulu en tout cas mettre en place un modèle qui dit, on a une responsabilité individuelle dans le sens où on sait pourquoi on vient travailler, on a un métier, on est là pour le client, on est là pour participer à un collectif, et justement ce collectif, c'est de dire qu'on a une liberté de pouvoir mettre en place des actions, la liberté de pouvoir prendre des décisions, mais une responsabilité individuelle en disant par contre même si on a un cadre plutôt large, on respecte quand même un modèle. Ce modèle, on l'a imaginé pour être plus agile dans notre organisation. Donc l'idée, c'est qu'on travaille tous au final pour la même chose, pour satisfaire le client, faire du bon travail, la réussite de l'entreprise. Mais si vous avez moins de managers, peu de directeurs, au final, il y a un moment, il faut quand même que quelqu'un décide. Comment on fait pour instaurer ce cadre ? On les accompagne. On les accompagne justement à la responsabilité, à l'autonomie au quotidien sur des petites actions comme des grosses. On a toujours tendance à dire que l'autonomie est simple. On apprend à marcher assez tôt. Mais la responsabilité, c'est pas la même chose. D'être responsable, ça peut mettre aussi beaucoup de pression, parce qu'on se dit c'est moi qui vais devoir prendre une décision qui va pas forcément changer le monde, mais en tout cas qui va impacter en tout cas quelque chose de bon comme de mauvais. Donc c'est vrai qu'on les accompagne sur, on va dire, deux aspects. Vraiment l'autonomie, de pouvoir se dire j'ai une flexibilité du temps de travail, donc je gère mon emploi du temps. J'ai en charge mes projets et personne va venir me dire où j'en suis. Donc comment j'arrive à me driver au quotidien. Et il y a aussi la responsabilité. Donc là, on va plus aussi prôner la partie leadership, de dire il y a un moment, il faut quand même prendre des décisions.
Il faut prendre des décisions pour pouvoir justement continuer à être agile et proactif. Et c'est vrai que dans ce collectif, il faut aussi arriver à sortir justement ces personnes qui sont capables de pouvoir, on va dire, prendre une décision. Une décision. J'allais te demander, justement, on le voit dans notre quotidien, il y a des personnes qui sont plus naturellement des leaders, d'autres plus naturellement des suiveurs. J'imagine que l'idée, c'est pas facile pour tout le monde. Quels sont les challenges humains d'une telle organisation ? Dans toute organisation, voilà, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui sont plus à même de l'idée, ou en tout cas de prendre des décisions, ou même de fédérer, tout simplement, parce que c'est vrai que c'est important aussi dans un collectif de pouvoir de pouvoir trouver en tout cas des personnes susceptibles de pouvoir motiver les équipes, ou en tout cas de les accompagner, ou même de les rassurer. Mais à côté de ça, voilà, il nous faut aussi des personnes qui sont moins leaders, parce que ça veut pas dire pour autant qu'elles sont moins compétentes ou moins dans la réactivité ou dans l'agilité. C'est qu'après, je pense que ça dépend aussi de la personnalité. Voilà, il y a des personnes qui se sentent plus à l'aise avec ça. Donc, comment on les accompagne ? On a des systèmes de gouvernance qui sont en place, on a des systèmes de comités stratégiques, de comités opérationnels, où c'est des groupes de personnes, donc pas des managers, pas des directeurs, mais des groupes de personnes qui ont été choisis pour accompagner sur des problématiques RH, des problématiques clients, des problématiques production. Et donc voilà, c'est des collectifs qui se regroupent une fois par semaine pour faire le point justement sur cet accompagnement, on va dire plus structural. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que la prod avance ? Est-ce que les clients on est bien ? Est-ce qu'on est en retard ? Etc., etc. Donc voilà, la seule différence, c'est que ces collectifs, ils ont été choisis. Et donc, d'être choisi, ça donne de la légitimité, ça donne de la reconnaissance, et du coup, ça donne de l'envie et de l'implication. Et en plus, les collaborateurs sont plutôt contents, parce que c'est des personnes en qui ils ont confiance. Quand tu dis choisi, c'est le collectif qui va choisir son leader, c'est ça ? Oui, on a fait une élection où on avait besoin d'un représentant par entité, en tout cas. Et des personnes se sont présentées naturellement et on a fait un vote électoral en même temps que d'ailleurs les présidentielles, donc ça tombait bien, on était à fond dedans. et voilà, et du coup on se dit même si effectivement on peut jamais plaire à la majorité, en tout cas on sait qu'en grande partie ces personnes elles ont été élues. Ces leaders, est-ce que vous les accompagnez, vous, en tant que RH, dans comment gérer des relations sociales, comment gérer quelqu'un qui est très introverti, quelqu'un qui est extraverti ? Comment vous les accompagnez dans tout ça ? On les forme justement à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir prendre aussi le côté prise de recul, qui est assez difficile en général quand on est très impliqué, et c'est ce qu'on est au quotidien, de pouvoir parler aussi, parce que ça aussi c'est important. Les échanges entre humains, ils sont pas toujours très évidents. On va trouver différentes personnes, donc on les accompagne de ce côté-là. On est aussi présent quand ils en ont besoin. Quand ils vont nous appeler sur le recrutement, quand ils vont nous appeler sur un problème avec une personne dans un collectif, tout ce qui est lié, qui est en lien avec l'humain, là, nous au niveau RH, on va les accompagner comme on peut. Et après, sur les autres entités, voilà, il y a toujours des personnes un peu garantes, que ce soit sur la production, sur le client, sur l'amélioration continue, la qualité, etc. On a ce qu'on appelle des experts qui sont là aussi pour accompagner et aiguiller en cas de besoin. Tu me parlais de process de communication avec des couleurs. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est ? C'est une des formations qu'on fait suivre à l'ensemble de nos collaborateurs, qui s'appelle Process Communication, qui est représentée par plusieurs couleurs. Et en fait, l'objectif de cette formation, c'est de pouvoir en fait analyser quel mode de communication tu utilises au quotidien avec les autres. Empathique, rebelle, persévérant, travaillomane, voilà. Donc c'est un peu toi comment tu échanges avec les autres en fonction de qui tu es. Peut-être qu'on a du mal à échanger tous les deux parce qu'effectivement, on n'a pas le même mode de communication. Mais du coup, on le sait. Et comme on le sait, on va travailler un peu plus dessus. Et comment on fait justement pour savoir dans quel mode de communication on se trouve ? Eh ben, une fois qu'on a fait la formation, donc on a le résultat de comment on échange. Et ensuite, on a une petite pancarte qu'on affiche au niveau de notre bureau, où justement il y a noté mode base empathique, phase empathique. Et donc on dit toi t'es comme ça, moi je suis comme ça, etc. Et cette formation nous a permis effectivement
je pense d'un petit peu être plus indulgent vis-à-vis les uns des autres sur notre façon de fonctionner. Moi qui suis par exemple de base empathique, c'est vrai que j'ai tendance à vite être à fleur de peau quand une personne va arriver vers moi de façon un peu brutale. Et si je sais que c'est une personne rebelle, enfin de base rebelle, là je vais me dire en fait il est comme ça. C'est pas qu'il en a contre moi, c'est que c'est son mode de communication. Donc ne le prends pas au premier degré, souffle un coup et puis ça va bien se passer. Donc on essaye beaucoup de travailler en fait sur l'humain parce que oui, effectivement, la finalité, elle était pour le client, mais sauf que pour pouvoir y arriver, il faut aussi qu'on arrive à comprendre l'humain, les collaborateurs, leur façon de fonctionner et pouvoir bien les accompagner. Donc, c'est important de mettre en place des outils en interne pour arriver justement à notre but ultime, que ça fonctionne. Vous avez vraiment une organisation où vous cassez un petit peu la hiérarchie, vous mettez tout le monde un peu sur un pied d'égalité et vous donnez à chacun la chance de se révéler, l'opportunité en tout cas de se révéler. Là, sur le papier, ça a l'air facile. Est-ce que parfois c'est difficile ? Est-ce que parfois vous n'y arrivez pas en fait ? Alors parfois c'est difficile parce que du coup comme il y a peu de managers, peu de directeurs, donc on a Olivier, Julien, Nicolin, les dirigeants, et puis ensuite on a vraiment 2 directeurs sur la partie groupe et sur la grosse première filiale française. Et c'est vrai que par moment on va se dire mais en fait il y a tellement de choses qui nous tombent dessus parce que justement on va très vite. On est une entreprise qui a beau être familiale, qui a été créée en 1976, on fonctionne en mode start-up. Donc, qui dit start-up dit ça va vite. Et c'est vrai que d'ailleurs, l'une de nos stratégies sur les 5 ans à venir, c'est la vitesse. Donc, le fait d'aller vite, on en a dans tous les sens. Et on peut des fois se laisser un petit peu déborder par tous ces changements, parce qu'on a des changements humains, on a des changements produits, on a des changements de clients, on a aussi des changements, on augmente les filiales. On a ouvert notre grosse filiale française et Western Europe, il y a 1 an. Donc tous ces changements peuvent faire peur au collectif et faire peur aussi à nous qui essayons en tout cas d'accompagner en disant mais comment on va y arriver quoi et puis à qui on parle et comment on s'en sort quoi. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je reviens à la prise de recul, de se dire on essaye de faire du mieux qu'on peut. Mais après, c'est vrai que c'est un super challenge parce qu'on dit, on s'ennuie jamais. On a toujours des nouveautés. Mais est-ce que parfois vous avez eu, par exemple, quelqu'un qui était manager dans une ancienne vie, qui arrive chez vous et qui ne retrouve pas du tout ce rôle qu'il avait dans les autres boîtes parce que il n'y a pas de manager, donc forcément, il peut moins diriger les autres. Est-ce que ça marche tout le temps ou est-ce que parfois il y en a qui s'en vont ? Alors, on en a qui s'en vont, comme toute organisation, elles conviennent pas à tout le monde. Après, c'est vrai que dans notre processus de recrutement, on les briefe quand même pas mal justement sur ce côté autonomie, responsabilité, collectif, prise d'initiative, et on leur explique que l'évolution chez Nicomatic elle est possible, parce qu'on a des tas de personnes qui montent en compétences, on fait des mobilités internes et internationales, on essaie de développer nos filiales, on a des personnes qui étaient en production, qui passent au bureau d'études, on a des personnes qui étaient au commerce, qui sont passées au RH. En tout cas, on accompagne vraiment les quotidiens à pouvoir évoluer, mais c'est vrai que la notion de manager-directeur, elle est plus difficile. Donc ça, on essaye de bien la mettre en avant pour que le collaborateur soit pas frustré en termes d'évolution, en tout cas hiérarchique. Mais par contre, on n'a pas de frustration sur l'évolution de carrière. Okay. Parce que justement, en fait, pour moi, il n'y a pas de limite en fait à la carrière. On se la fait soi-même. À un moment donné, la notion de directeur, c'est qu'un mot, mais au final, quand on est en capacité de prendre des décisions qui vaut la direction, je pense qu'en termes de reconnaissance, c'est déjà énorme parce que je pense qu'il y a même des managers dans d'autres structures qui n'ont pas justement cette liberté d'action chez eux. Maintenant, oui, on a des gens qui partent, on a des gens qui s'y retrouvent pas parce que il faut avoir une prise de recul assez importante et aussi je pense qu'il y a des gens qui peuvent vite paniquer, notre mode d'organisation, en disant mais je vais jamais y arriver. Et aussi c'est dur parce que justement on leur dit, on les pousse en fait à aller vers les autres, en leur disant en fait c'est à vous de créer votre chaîne d'aide. Tu arrives dans l'entreprise, tu rencontres les acteurs, tu rencontres les personnes avec qui tu vas être susceptible de travailler au quotidien, et après c'est à toi de créer justement ta chaîne.
Et je pense qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité à le faire et d'autres qui ont plus de mal. Et donc, ces personnes-là vont peut-être prendre plus de distance, peut-être se renfermer. Et c'est là où il y a un décalage, effectivement. Et donc, oui, ça arrive. D'où l'importance là de votre rôle, vous, en tant que RH, de les accompagner. De le détecter, de pouvoir les accompagner, de pouvoir mettre en place des solutions annexes, pouvoir essayer de les rassurer. Des fois, ça marche, des fois un peu moins. Après, voilà, notre turnover, il est vraiment petit aujourd'hui. On est entre 1 et 2%. Donc ça, c'est un indicateur pour montrer que votre culture d'entreprise fonctionne. C'est ça. Ouais, et puis on en est fiers, parce que après il faut qu'il y ait des gens qui arrivent et des gens qui partent. C'est important. C'est un peu comme l'air. Il faut qu'elle se ressource. C'est important. Mais à côté de ça, c'est aussi un bon indicateur quand il est bas, parce qu'on se dit c'est qu'on fait pas si mal les choses. Ouais. Même si notre organisation elle est fondamentalement différente. Elle plaît, en tout cas, elle plaît. Ouais. D'ailleurs, ça se ressent dans les chiffres. La croissance de Nicomatic en 2022 est à plus de 30%. Comment est-ce qu'on fait quand on est de plus en plus pour garder cette authenticité et cette humanité-là ? Justement, on met en place des nouvelles choses. Parce que, justement, l'objectif, c'est qu'on reste une entreprise à taille humaine. On se le doit, parce qu'on voit qu'à partir de 200 personnes, en fait, on a du mal à connaître les gens. On a du mal à les connaître, on a du mal à échanger, on a du mal à communiquer. Et surtout, des fois, on connaît même plus les personnes. Parce que, on croit. Et comme on croit, on embauche aussi. Donc ça fait beaucoup de monde et beaucoup de changements. Donc là récemment, l'un des changements qu'on a mis en place, c'est de scinder en fait notre siège social où il y a à peu près aujourd'hui 250 personnes, ce qui commence à faire beaucoup justement pour arriver à garder cette culture de l'échange, de l'autonomie, de la responsabilité, puis de l'agilité surtout. On a décidé de créer donc une filiale, donc France et Western Europe, qui en fait regroupe toute la partie bureau d'études, innovation et produits sur mesure. Donc en fait sur ces 250 personnes, au final il y en a un peu plus de 80-90 qui ont été mises de côté pour créer une filiale. Donc vous avez deux bâtiments. Voilà, donc on a un deuxième bâtiment qui est en construction en tout cas, mais on a 150 personnes d'un côté et 90 de l'autre. Ce qui permet plus d'échanges et... Exactement. Ouais. Donc ça nous a permis deux choses. La première, c'était de nous recentrer. Donc on va dire qu'aujourd'hui, le siège social, la partie groupe, va gérer vraiment la partie monde, grosse production et filiale. Et la partie plus filiale France Western Europe se focus sur la partie sur mesure, innovation, bureau d'études et filiale France et Western Europe. Voilà. Et donc ce changement, il est en train de se faire puisque on est en création d'un nouveau site, mais ça a aussi permis de remettre en place du collectif. Remettre en place du collectif et aussi du leadership, parce que justement c'est un nouveau challenge et ce challenge il faut qu'on puisse être accompagné pour pouvoir le rendre possible, donc de le rendre possible sur l'évolution, parce que la création d'une filiale France forcément ça a des enjeux, de gros enjeux, de se dire là on va plus axer l'innovation, on va plus axer le sur-mesure de nos produits, donc il va falloir encore aller plus loin dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de faire, dans aussi la proposition qu'on va faire à nos clients. D'être plus proche aussi d'eux. Et cette entité le permet, parce qu'on est moins nombreux. Donc voilà, c'est des nouveaux challenges. Et sur la partie plus groupe, c'est de développer nos relations avec les filiales. Aujourd'hui, on a quand même 12 filiales dans le monde. On vient d'ouvrir Tel Aviv, on vient d'ouvrir Casa, on vient d'ouvrir une agence à Toulouse. Donc voilà, tous ces nouveaux challenges, ils sont hyper importants. Et voilà, on a une volonté de tripler notre chiffre d'affaires d'ici 5 ans. Donc on le sait qu'on va falloir qu'on le fasse de toutes les manières qui puissent exister. Et toutes, du coup, les valeurs que tu nous présentes là, donc les valeurs de Nicomatic qui sont le collectif, l'agilité, la responsabilisation, les responsabilités, l'autonomie, pardon. Est-ce que toutes ces valeurs-là, vous arrivez à les faire vivre aussi dans vos filiales ? Alors c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que ils sont moins nombreux en général dans les filiales et donc forcément on va dire que l'impact collectif est pas le même. Par contre, le socle Nicomatic, le socle de nos valeurs, il est commun. Il est commun à tous. Après, forcément, on va s'adapter en fonction des cultures.
parce que les cultures ne sont pas les mêmes. En Inde ou en Turquie, on va pas fonctionner pareil qu'aux États-Unis, ou en France, ou même au Maroc. Donc voilà, je pense que après l'objectif c'est de se pouvoir s'adapter, mais par contre de pouvoir se comprendre. Et aujourd'hui, nos échanges ils sont quand même journaliers hein, avec les filiales. On est quand même en relation avec eux tout le temps, et même au niveau RH, nous on essaye de beaucoup communiquer, que ce soit sur le recrutement, sur nos communications, sur les actions qu'on va mettre en place. On les accompagne aussi quand ils viennent en France pour des visites, etc. Nous, au niveau RH, on va passer un moment aussi avec eux. Là, récemment, on a formé aussi des collectifs de filiales à process communication. Donc voilà, on essaye, step by step, en tout cas, de les mettre en phase avec ce qu'on met en place en France. Maintenant, c'est pas évident, hein, mais... Voilà, on essaye plus de le pousser parce que c'est vrai que ça a pu nous manquer aussi. On va pas se mentir, hein, parce que quand au quotidien on a des actions à mettre en place de façon opérationnelle sur le terrain, des fois on peut en oublier aussi les autres. Donc c'est vrai que ça, on essaye de le faire parce que je pense que c'est un autre challenge sur les années à venir. Voilà, c'est comme aussi on essaie de prôner la mobilité interne, donc on essaie de faire venir des gens de filiales aussi chez nous, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que même en termes d'embauche, de recrutement, le marché français est des fois un peu saturé. On va pas se mentir, hein. On a du mal à trouver des candidats. Et on se dit pourquoi nous on va pas les chercher en filiale, parce que quelque part des talents il y en a partout. Vous avez aussi une façon un peu particulière d'attirer les talents, on peut le dire, qui est dans les innovations RH. Par exemple, c'est eux qui gèrent leur augmentation, c'est ça ? Ouais, ça va en lien aussi avec la responsabilité et l'autonomie, hein. C'est d'essayer en tout cas de leur faire prendre conscience en fait de toutes les multitudes d'actions RH qui existent, et surtout aussi de pouvoir les inclure dans tous ces processus. Parce que c'est vrai que souvent dans des entreprises un peu standards, on a toujours tendance à entendre ça manque de communication, c'est pas transparent, on n'a pas toutes les infos. Donc nous on a essayé un petit peu on essaye parce que c'est pas toujours, on n'y arrive pas toujours, c'est de les inclure au maximum. Donc sur la phase de recrutement, on les inclut par exemple, et sur la partie augmentation, c'est une des choses qu'on a mis en place il y a à peu près 2 ans, où on s'est dit chaque année on a une enveloppe. Voilà, on a une enveloppe d'augmentation, une augmentation commune. Comment on se la partage ? Et jusqu'à présent, c'était un peu le directeur qui décidait soit de diviser pour mieux régner, ou soit de piocher en fonction on va dire des personnes qui considéraient que en tout cas ils l'avaient mérité. Et l'année dernière, il m'a challengé, il m'a dit j'aimerais bien qu'on leur laisse le choix de leur augmentation. Et alors, comment ça se passe ? Du coup, c'est une grande première parce que je vous cache pas que j'ai pas fait ça tous les jours, hein. Là, en fait, on leur explique déjà tous ensemble lors d'une routine en général, hein, en leur disant voilà, cette année, on a une enveloppe de temps. On a décidé de vous mettre dans la boucle de cette augmentation. On voudrait que ce soit vous qui décidiez de votre augmentation et que vous puissiez aussi vous auto-évaluer en public sur votre année écoulée. Mais du coup, il n'y a pas d'abus. Enfin, moi, on me demande de choisir mon salaire. Franchement, je vais me faire plaisir. Là, c'est plus une augmentation qu'un salaire. Mais alors après, il y a des abus, oui et non, parce qu'en fait, on a quand même un montant. Le montant de l'enveloppe, il est connu. Donc, on sait qu'il y a tant de personnes qui vont être éligibles à l'augmentation. On connaît le montant, donc on se dit, rationnellement, si je divise par 50 le montant, plus ou moins, je vais connaître le delta, et c'est soit j'ai demandé un peu plus, soit un peu moins. Mais en tout cas, en général, c'est rare quand même d'arriver à des super gros montants. Mais par contre, voilà, là, c'est la 2e année qu'on le met en place. Là, je suis en train de terminer justement cette 2e année. Ils ont beaucoup évolué. L'année dernière, ils m'avaient communiqué leur montant par mail, hein, parce qu'ils avaient pas forcément envie de le communiquer au collectif, etc. Et là, cette année, ce qui se comprend aussi, hein, et là, cette année, on a mis en place un tableau partagé, où là, on leur a dit, il y a un montant final, mettez ce dont vous avez envie et ce que vous estimez surtout. Et ça, c'est parti de l'auto-évaluation. En fait, on a mis en place un groupe de travail qui m'ont accompagné pour gérer ces augmentations. J'étais pas seule. Et ce groupe-là, en fait, a créé des groupes
Et chaque groupe, en fait, a écouté le collectif et ils ont fait chacun leur auto-évaluation. Et moi, j'étais présente à chaque groupe. Et à la fin de chaque groupe, on leur dit, voilà, merci de l'échange. On le fait un peu en mode feedback constructif. Donc, chacun faisait un retour quand même aux collaborateurs. Et à la fin, je leur ai dit, maintenant, vous pouvez mettre votre demande dans le tableau. Et là, on va le finaliser demain. Donc attention, roulement de tambour, pour savoir si déjà d'une part tout le monde a complété ce tableau et si on a atteint l'enveloppe, si on l'a dépassé. Et puis là après il y aura une nouvelle étape de pouvoir un petit peu comprendre justement ce tableau et de pouvoir le faire au mieux. Mais c'est vrai que c'est des actions qui sont tellement, on les fait de façon spontanée et on les met en place sans trop les avoir testées avant. Même moi je marche un peu à l'inconnu. C'est-à-dire que là, demain, on va vérifier tout ça. Et puis là, après, on va spontanément se dire, là, il faut qu'on fasse comme ça. Là, il faut qu'on intervienne. Là, pas. Donc voilà, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de formation. J'ai pas suivi de formation sur l'accompagnement en mettant en place des actions. C'est plus, en fait, on a des idées et on a envie de les déployer. Et après, on les déploie. Et puis, des fois, ça marche. Et puis, des fois, ça marche pas. Mais en tout cas, on aura tenté. Ouais, tu me fais super bien la transition avec ma dernière question. J'allais te dire, on arrive à la fin de ce podcast et je t'ai demandé de venir avec une citation ou en tout cas une phrase un peu forte. Est-ce que tu peux me dire celle que tu as choisie ? Ouais. Alors celle que j'ai choisie, c'est l'entreprise responsabilisante est une aventure. Elle se vit et elle se vit à fond. Et voilà. C'est exactement ce que tu étais en train de nous expliquer. Au final, vous apprenez tous ensemble. C'est ça, on apprend tous ensemble. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on ne s'ennuie jamais et qu'on n'a pas envie de partir parce qu'on sait que la routine n'existe pas chez Nicomatic. Merci beaucoup Tatiana. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer, ce tableau public des augmentations. Je te ferai un petit mail, je te dirai ça. Mais en tout cas, merci à toi en tout cas pour cet échange. Voilà, j'espère que en tout cas, tu en as appris plus sur l'entreprise responsabilisante et surtout sur Nicomatic. Ouais, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Je suis Grace Leplat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.